Au début, personne ne l'avait vraiment vu venir, car cette guerre ne commença pas par des explosions massives, ni par des armées traversant des frontières sous les cris des sirènes, mais par un silence étrange, un silence numérique, un effondrement discret des systèmes qui soutenaient le monde moderne, et dans les capitales les plus puissantes, des écrans s'éteignirent simultanément, des réseaux bancaires se figèrent, des satellites cessèrent de transmettre des données, créant une confusion qui fut d'abord interprétée comme une panne technique globale, mais très vite, les analystes comprirent que ce n'était pas un accident, que quelqu'un, quelque part, avait déclenché une attaque coordonnée, d'une précision terrifiante, et ce qui rendait la situation terrifiante. Et ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était l'absence d'un ennemi clairement identifié, car aucune nation ne revendiquait l'action, aucun groupe ne diffusait de messages, et pourtant, les infrastructures énergétiques, les systèmes de défense et les communications militaires étaient compromis, révélant que le conflit qui s'annonçait ne ressemblerait à aucune guerre connue auparavant, et alors que les gouvernements tentaient de restaurer le contrôle, les marchés financiers s'effondrèrent. Provoquant une panique mondiale, les populations commencèrent à retirer leur argent, à stocker nourriture et carburant, tandis que des rumeurs de sabotage et d'invasion imminente circulaient sur les rares canaux de communication encore actifs, et dans ce climat de peur et d'incertitude, les premières frappes physiques eurent lieu, non pas sur des villes entières, mais sur des cibles stratégiques, centres de données, stations électriques, ports maritimes, révélant une stratégie froide et méthodique, visant à paralyser plutôt qu'à annihiler immédiatement, et ce fut à ce moment précis que les dirigeants du monde comprirent qu'ils faisaient face à une guerre hybride totale, une guerre où le champ de bataille était à la fois numérique, économique, psychologique et militaire, et que chaque minute d'hésitation pouvait coûter des milliers de vies, et alors que les forces armées furent placées en alerte maximale, les satellites de reconnaissance détectèrent des mouvements inhabituels de troupes dans plusieurs régions du globe, suggérant que derrière les cyberattaques se préparait un affrontement plus traditionnel, mais amplifié par la technologie moderne. Et dans les rues des grandes métropoles, Satellitect, la population ressentit les premiers effets concrets. Effets concrets, pénurie d'électricité, coupure d'eau, absence de transport public, créant une atmosphère de tension croissante, où la confiance envers les institutions s'effritait rapidement, et tandis que les gouvernements tentaient de rassurer, les réseaux sociaux encore actifs devenaient des champs de bataille informationnels, remplis de désinformation, de théories et de propagande soigneusement orchestrées pour diviser les sociétés de l'intérieur. Et ce fut cette combinaison d'attaques invisibles et de frappes ciblées qui transforma progressivement la crise en guerre ouverte, car lorsque un système de défense, antimissile de fer Psion, frappa des installations militaires ouvertes, car lorsque un système de défense antimissile fut neutralisé par une intrusion numérique, une série de missiles de précision frappa des installations militaires stratégiques, déclenchant une réaction immédiate et brutale. Et en quelques heures, plusieurs nations se retrouvèrent engagées dans un conflit qu'aucune n'avait officiellement déclaré, mais que toutes subissaient déjà, et la rapidité des événements dépassa les protocoles diplomatiques, rendant toute tentative de médiation presque impossible, et dans ce chaos, les populations civiles devinrent les témoins impuissants d'une transformation radicale de leur monde, car la guerre n'était plus un événement lointain diffusé aux informations, elle était présente dans chaque foyer privé d'électricité, dans chaque hôpital manquant de ressources, dans chaque famille séparée par la fermeture soudaine des frontières, et tandis que les premières semaines passaient, la réalité s'imposa brutalement. Ce conflit n'était pas destiné à être court, il n'était pas une démonstration de force limitée, mais le début d'une lutte prolongée pour le contrôle des systèmes qui faisaient fonctionner la civilisation moderne, et dans les centres de commandement souterrains, des stratèges analysaient des cartes numériques en constante évolution, tentant d'anticiper la prochaine attaque, tandis que des unités spéciales étaient déployées pour protéger des infrastructures critiques, et pourtant, malgré toute la puissance militaire accumulée pendant des décennies, il devint évident que la supériorité technologique n'offrait aucune garantie de sécurité dans une guerre où l'ennemi pouvait frapper à distance, anonymement, et désorganiser une nation entière sans franchir physiquement ses frontières. Et c'est ainsi que la première phase de cette guerre secrète révéla sa véritable nature. Une bataille pour le contrôle de l'information, de l'énergie et de la peur, une guerre où la perception était aussi importante que la destruction réelle et où chaque erreur stratégique pouvait déclencher une escalade incontrôlable, entraînant le monde vers un conflit total dont personne ne pouvait prédire l'issue. Lorsque la deuxième phase du conflit débuta, le monde avait déjà compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple crise technologique
ou d'un affrontement limité entre puissances rivales, mais d'une transformation brutale de l'ordre mondial. Car après les premières attaques hybrides, les représailles ne tardèrent pas, et elles furent d'une précision chirurgicale terrifiante, des frappes ciblées neutralisèrent des bases militaires, des centres logistiques et des infrastructures énergétiques, plongeant des régions entières dans l'obscurité, tandis que des essaims de drones autonomes, invisibles à l'œil nu et coordonnés par des intelligences artificielles militaires, survolaient les zones stratégiques, collectant des données en temps réel et frappant avec une efficacité glaciale, et dans les grandes métropoles, la population sentit le basculement définitif lorsque les sirènes d'alerte retentirent pour la première fois, non pas comme un exercice, mais comme un avertissement réel d'attaque imminente, provoquant une panique incontrôlable, des foules cherchant refuge dans des stations souterraines, des parents tentant de retrouver leurs enfants, des hôpitaux débordés par l'afflux de blessés, issus des premières explosions, et au-dessus de ce chaos humain, des satellites et espions scrutaient chaque mouvement, chaque chaleur anormale, chaque transmission suspecte, car la guerre se jouait désormais à une vitesse dépassant la capacité humaine de réaction, et tandis que les gouvernements annonçaient l'état d'urgence permanent, suspendant certaines libertés au nom de la sécurité nationale, les frontières se fermaient hermétiquement, le commerce international s'effondrait, provoquant des pénuries alimentaires et médicales qui frappaient même les nations les plus riches, révélant à quel point la mondialisation avait rendu les sociétés interdépendantes et vulnérables. Et dans ce climat d'effondrement progressif, les armées terrestres commencèrent à se mobiliser massivement, non pas pour des invasions traditionnelles à grande échelle, mais pour sécuriser des corridors stratégiques, protéger des centrales énergétiques, contrôler des ports et des réseaux de communication, car la guerre moderne ne cherchait plus seulement à conquérir des territoires, mais à contrôler les flux vitaux qui maintenaient les nations et chaque jour apportait son lot de nouvelles frappes. Certaines revendiquaient d'oufra anonyme, alimentant la confusion et la méfiance généralisée, tandis que la guerre de l'information atteignait des sommets inédits. Des vidéos falsifiées circulaient montrant de fausses atrocités, des discours truqués de dirigeants annonçaient de fausses capitulations ou déclarations de guerre, plongeant les populations dans un brouillard psychologique où la vérité devenait presque impossible à discerner. Et ce fut dans cette atmosphère que les premiers affrontements directs entre forces conventionnelles eurent lieu. Des combats urbains éclatèrent dans des zones stratégiques, où soldats équipés d'exosquelettes légers, de casques connectés et de systèmes de visée augmentés s'affrontaient dans des rues autrefois animées par la vie quotidienne, transformées en champs de bataille dévastés, et malgré la supériorité technologique apparente, la brutalité du combat rapproché rappela que la guerre restait profondément humaine, marquée par la peur, la fatigue, l'erreur et le sacrifice, et alors que les jours se transformaient en semaines, les lignes de front devenaient fluides, mouvantes, impossibles à stabiliser durablement, car chaque position gagnée pouvait être neutralisée par une cyberattaque paralysant les systèmes logistiques, chaque victoire militaire pouvait être annulée par une coupure massive d'énergie ou une attaque économique ciblée, et dans les centres de commandement souterrains, les stratèges comprirent que le conflit avait franchi un seuil critique, que l'escalade était désormais auto-alimentée, chaque camp justifiant ses actions par les attaques précédentes, créant une spirale où la retenue devenait synonyme de faiblesse, et tandis que les civils tentaient de s'adapter à une nouvelle normalité faite de rationnement, de couvre-feu et d'alerte permanente, des mouvements de résistance locaux commencèrent à émerger. Cherchant à protéger leur quartier, à rétablir des réseaux d'entraide, à maintenir un semblant de dignité face à la désintégration des structures étatiques, révélant que même au cœur de la guerre totale, la solidarité humaine persistait, fragile mais tenace, et pourtant, malgré ces poches de résilience, l'ombre d'une catastrophe plus grande planait, car des rapports confidentiels indiquaient que certaines puissances envisageaient l'utilisation d'armes d'une ampleur jamais déployée auparavant, des dispositifs capables de neutraliser des continents entiers en quelques heures, et cette possibilité glaçante fit comprendre à certains dirigeants que le monde se trouvait au bord d'un point de non-retour, où une seule décision irréfléchie pourrait transformer une guerre déjà dévastatrice en annihilation globale, et c'est dans cette tension extrême et nihilisation globale, entre escalade incontrôlée et peur de l'extinction, que la guerre secrète entra dans sa phase la plus dangereuse, où chaque heure comptait, chaque choix pesait des millions de vies, et où l'humanité entière retenait son souffle sans savoir si le lendemain existerait encore, à mesure que la guerre s'étendait, franchissant les frontières physiques et psychologiques,
le monde entra dans une phase que même les stratèges les plus pessimistes n'avaient pas osé imaginer, car ce qui n'était au départ qu'une guerre hybride devint une confrontation ouverte entre puissances majeures, et lorsque les premières armes dites non conventionnelles furent utilisées, la planète comprit qu'un seuil irréversible venait d'être franchi, des explosions d'une nette intensité inconnue illuminèrent l'horizon de plusieurs capitales stratégiques, non pas avec la signature nucléaire classique, mais avec une technologie nouvelle, libérant des impulsions électromagnétiques massives qui paralysèrent continents entiers, plongeant des centaines de millions de Perses dans une obscurité totale, annihilant réseaux électriques, hôpitaux, systèmes de transport et communication en quelques secondes, et dans ce silence brutal, l'humanité ressentit pour la première fois le véritable unité, car sans énergie ni coordination, en quelques secondes, et dans ce silence brutal, l'humanité ressentit pour la première fois le véritable poids de sa vulnérabilité. Les grandes métropoles modernes devinrent des labyrinthes chaotiques, où la peur remplaça l'ordre et où les ressources se raréfièrent à une vitesse terrifiante. Tandis que les gouvernements, incapables de restaurer rapidement les infrastructures critiques, perdaient progressivement le contrôle au profit de groupes locaux, de factions armées improvisées et parfois de milices opportunistes, et alors que certains dirigeants tentaient désespérément d'ouvrir des canaux diplomatiques pour éviter l'escalade finale, d'ouvreurs convaincus que la dissuasion était déjà morte, autorisèrent des frappes massives contre des centres militaires stratégiques, provoquant des destructions visibles depuis l'espace, et la planète, déjà fragilisée par les attaques précédentes, commença à montrer des signes inquiétants de déséquilibre écologique, des incendies incontrôlables ravagèrent des régions entières à cause des installations industrielles détruites, des nappes phréatiques furent contaminées par des fuites chimiques et des nuages toxiques se déplacèrent au gré des vents, affectant des populations éloignées des zones de combat, démontrant que dans une guerre totale, aucune frontière ne protège réellement. Et au milieu de cette spirale, les populations civiles furent confrontées à des choix impossibles, quitter leur foyer et risquer les routes dangereuses infestées de violence, ou rester dans des villes devenues instables, espérant que la tempête passerait, tandis que les réseaux d'entraide improvisés tentaient d'organiser la distribution de nourriture et de médicaments, révélant une solidarité fragile, mais essentielle. Et sur les champs de bataille urbains, les combats devinrent d'une intensité brutale, soldats augmentés par la technologie affrontant des défenses automatisées drone contre drone, intelligence artificielle contre intelligence artificielle, contre intelligence artificielle, contre intelligence artificielle, transformant la guerre en duel algorithmique où la vitesse de calcul pouvait décider du sort de milliers de vies, et pourtant, malgré cette domination technologique, des erreurs humaines persistèrent, des malentendus, des décisions prises sous pression, des informations mal interprétées, qui déclenchèrent des ripostes disproportionnées, rapprochant dangereusement le monde d'une annihilation totale, et dans les centres de commandement restants, certains analystes réalisèrent que la véritable menace n'était plus l'ennemi traditionnel, mais l'escalade autonome des systèmes militaires interconnectés, capables de réagir plus vite que la diplomatie ne pouvait intervenir, et cette prise de conscience fit naître une peur nouvelle, celle d'une guerre qui ne serait plus entièrement contrôlée par les humains, mais amplifiée par leur propre création technologique. Et tandis que des régions entières sombraient dans le silence numérique et la pénurie extrême, des rumeurs circulaient concernant la préparation d'armes capables de provoquer des effets climatiques globaux, une perspective si terrifiante qu'Hélès força même certains adversaires à envisager un cessez-le-feu temporaire, non par compassion, mais par instinct de survie collectif, car chacun comprenait que pousser plus loin l'escalade pourrait signifier la fin définitive de la civilisation telle qu'Hélès existait, et ainsi, le monde se retrouva suspendu à une décision, à un ordre, à un calcul stratégique qui déterminerait si l'humanité basculerait dans l'extinction ou trouverait la force d'arrêter sa propre destruction. Et dans ce moment de tension absolue, où la lumière des villes s'était éteinte et où la confiance entre nations avait disparu, il devint évident que la guerre n'était plus seulement une lutte pour le pouvoir ou la domination, mais un test ultime de maturité collective, un miroir brutal reflétant à la fois la capacité humaine à détruire et son potentiel à choisir la survie plutôt que l'anéantissement. Lorsque la quatrième phase de la guerre commença, ce ne furent pas les explosions qui marquèrent les esprits, mais le silence institutionnel, car plusieurs grandes puissances, ce ne furent pas les explosions qui marquèrent les esprits, autrefois piliers de la stabilité mondiale, cessèrent progressivement de fonctionner de manière cohérente, leurs gouvernements divisés par des luttes internes, leurs chaînes de commandement fragmentées par des cyberattaques,
répétés des sabotages stratégiques et dans certaines capitales, des factions militaires prirent temporairement le contrôle, affirmant agir pour préserver l'ordre, tandis que dans d'autres régions, des soulèvements populaires éclatèrent, épuisés par les pénuries, la désinformation et la peur permanente, s'avèrent peur permanente, révélant que la guerre extérieure avait engendré une guerre intérieure, tout aussi destructrice. Et au milieu de ce chaos politique, des négociations secrètes furent initiées entre certains dirigeants, non pas dans des palais officiels, mais dans des bunkers souterrains et des lieux isolés, utilisant des réseaux cryptés indépendants pour éviter l'interception, car il devint évident que la poursuite du conflit mènerait à un point d'extinction collective, et pourtant, chaque tentative de dialogue était fragilisée par la méfiance accumulée, par la crainte d'un piège ou d'une manipulation stratégique, et pourtant, chaque tentative de dialogue était fragilisée par la méfiance accumulée, par la crainte d'un piège ou d'une manipulation stratégique, et tandis que ces discussions discrètes tentaient de construire un fragile cessez-le-feu, sur le terrain, les combats continuaient avec une intensité variable, des régions entières se transformant en zones grises, échappant à tout contrôle centralisé, dominées par des milices locales, des coalitions improvisées, ou parfois par des réseaux criminels exploitant le vide du pouvoir, et les populations civiles, prises entre plusieurs autorités concurrentes, exploitant le vide du pouvoir, et les populations civiles, prises entre plusieurs autorités concurrentes, devaient naviguer dans un paysage instable où la loyauté changeait aussi rapidement que les lignes de front, et pendant ce temps, les infrastructures mondiales restaient gravement endommagées, les chaînes d'approvisionnement brisées rendaient les médicaments rares, l'accès à l'eau potable incertain, l'agriculture affaiblie par les perturbations climatiques et les contaminations industrielles. Et la planète entière semblait respirer difficilement sous le poids cumulé de la guerre et de ses conséquences environnementales, et c'est dans ce contexte d'effondrement systémique que certains scientifiques, ingénieurs et leaders communautaires commencèrent à collaborer au-delà des divisions nationales, partageant discrètement données et innovations nationales, pour stabiliser les réseaux énergétiques restaurés, des canaux de communication essentiels, et, illustrant que même au cœur de la fragmentation politique, une conscience globale de survie persistait, et tandis que les grandes puissances vacillaient, l'idée même d'un ordre mondial centralisé était remise en question, remplacée par la perspective d'un monde multipolaire fragmenté, composé d'entités plus petites mais potentiellement plus adaptables, et cette transformation radicale provoqua un débat intense parmi les élites restantes. Fallait-il restaurer l'ancien système, avec ses rivalités et ses dépendances, ou concevoir une architecture entièrement nouvelle, basée sur la coopération technologique contrôlée et la transparence stratégique, afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, et au moment où certaines négociations semblaient enfin aboutir à un accord provisoire de désescalade, un incident imprévu, une frappe mal interprétée ou une défaillance technique menaça de ruiner ces efforts fragiles, rappelant à quel point le monde se trouvait encore au bord du gouffre, et pourtant, malgré cette tension permanente, un changement subtil s'opéra dans la perception collective, car après des mois de destruction et de peur constante, une majorité silencieuse comprit que la survie ne dépendait plus de la domination, mais de la retenue, non plus de la démonstration de force, mais de la capacité à reconstruire la confiance, et c'est dans cet équilibre précaire, entre effondrement total et renaissance possible, que la guerre entra dans sa phase décisive, où les empires traditionnels perdaient leur aura d'invincibilité, où les alliances historiques se redessinaient, et où l'humanité entière attendait de voir si ses dirigeants choisiraient la dernière escalade, ou le premier pas vers une paix fragile, mais vitale, au moment où le monde semblait suspendu au bord d'un effondrement irréversible, alors que les économies étaient fracturées, les gouvernements affaiblis et les populations épuisées par des mois de peur constante, une décision cruciale fut prise dans l'ombre, loin des caméras et des discours officiels, car les dirigeants restant comprirent que la poursuite du conflit ne mènerait pas à une victoire, mais à un vide absolu, à un silence mondial où plus aucune nation ne pourrait revendiquer quoi que ce soit. Et ainsi, après d'intenses négociations secrètes, un accord de désescalade progressif fut conclu, non pas comme un traité triomphant célébré par des foules, mais comme un compromis fragile dicté par la nécessité de survie collective, et lorsque les premières annonces officielles furent diffusées, confirmant un cessez-le-feu global supervisé par des coalitions régionales, le soulagement fut mêlé à l'incrédulité, car la guerre avait ne formé si profondément les sociétés que la paix elle-même paraissait étrangère, et dans les jours qui suivirent, les armes les plus destructrices furent désactivées sous surveillance internationale, les systèmes autonomes furent mis hors ligne
ou reprogrammés pour des fonctions civiles, et des corridors humanitaires furent ouverts afin d'acheminer nourriture, eau et soins vers les zones les plus touchées, révélant l'ampleur réelle de la catastrophe humaine et environnementale laissée derrière, des villes partiellement inhabitables, des régions agricoles contaminées et environnementales laissées derrière, des villes partiellement inhabitables, des régions agricoles contaminées, des millions de déplacés cherchant un nouveau départ, et pourtant, malgré ces cicatrices immenses, un mouvement de reconstruction commença presque immédiatement, porté non seulement par les institutions restantes, mais par les communautés locales qui avaient appris à survivre sans dépendre entièrement des structures centralisées, et ce fut cette résilience inattendue qui redonna une direction au monde, car la guerre avait démontré la fragilité d'un système hyperconnecté, sans garde-fou, poussant les nouvelles générations de dirigeants à concevoir un modèle plus décentralisé, plus transparent et plus coopératif, dans lequel la technologie serait encadrée par des protocoles internationaux stricts afin d'éviter toute escalade autonome incontrôlable. Et dans les universités réouvertes, dans les laboratoires reconstruits, des chercheurs travaillèrent à restaurer les écosystèmes endommagés, à purifier les sols et les nappes phréatiques, à développer des réseaux énergétiques résilients capables de fonctionner même en cas de sabotage, tandis que des accords internationaux redéfinissaient les limites de l'armement numérique et des systèmes d'intelligence artificielle militaires, reconnaissant officiellement que la guerre avait atteint un seuil où la survie de l'humanité dépendait désormais de la coopération globale, plutôt que de la rivalité permanente, et au fil des années, bien que certaines régions demeurassent instables et marquées par les traumatismes, un nouvel équilibre émergea lentement, un monde dominé par quelques empires centralisés et davantage structurés autour de blocs régionaux interconnectés mais autonomes, et cette transformation radicale ne fut pas perçue comme une victoire traditionnelle, car aucune nation ne pouvait prétendre avoir triomphé sans perte irréparable, mais plutôt comme une leçon gravée dans la mémoire collective, un rappel permanent que la puissance technologique, sans responsabilité éthique, pouvait précipiter l'extinction. Et ainsi, la dernière phase de la guerre ne fut pas un défilé militaire ni une célébration spectaculaire, mais un silence lourd de réflexion, suivi d'un engagement discret mais déterminé à ne plus répéter les mêmes erreurs, et dans ce monde transformé, où les cicatrices demeuraient visibles sur les paysages et dans les esprits, l'humanité choisit finalement la renaissance plutôt que le néant, comprenant que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à dominer, mais dans celle à s'arrêter avant l'irréparable, à reconstruire après la destruction et à transmettre aux générations futures la conscience que la paix est la destruction et à transmettre aux générations futures la conscience qu'elle doit être protégée avec autant de vigilance que la sécurité, et c'est ainsi que cette guerre secrète, qui avait failli plonger la planète dans le silence éternel, devint paradoxalement le point de départ d'un monde nouveau, plus prudent, plus conscient de sa vulnérabilité et peut-être, malgré tout, plus déterminé à survivre ensemble plutôt que de s'autodétruire.